Je suis Doucouré Serge Fréjus. Donc, j'ai eu les 32 ans septembre passé, le 29 septembre précisément passé. Donc, de formation, je suis ingénieur statisticien économiste, diplômé de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée. Et en ce moment, je suis au cabinet du Premier ministre, précisément dans le secrétariat technique du CED, qui est en fait l'organe de coordination de tout le programme de l'une des plateformes partenariales entre la France et la Côte d'Ivoire, qui est issue en fait de l'initiative PPTE. Donc, dans ce programme-là qu'on appelle le secrétariat technique du CED, je suis en charge du département du développement humain. C'est-à-dire, le développement humain, c'est ce qui couvre un peu l'éducation, la formation, l'emploi et la santé. Donc, initialement, avant d'être à la primature, j'ai fait quelques pas à la BCEAO, la Banque centrale, où j'ai travaillé sur les indices du commerce extérieur. Et après ça, le ministre de l'économie et des finances a demandé que je vienne dans son département. Donc, c'est ce qui a été fait. J'ai été là-bas et j'ai principalement travaillé sur le programme économique et financier. Je représentais le directeur général de l'économie dans ce programme-là, qui est aussi la plateforme de discussion en fait, entre l'État de Côte d'Ivoire et le FMI pour essayer de passer un peu en revue toute la politique, les repères structurels, les repères quantitatifs qui permettraient en fait à la Côte d'Ivoire d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc j'ai un peu touché à toutes ces questions-là. Bon, honnêtement, ce programme, je ne le connaissais pas auparavant. J'ai eu un ami qui m'avait informé qu'il y a une mission en fait, du GMIF qui voudrait venir en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu l'honneur en fait, de recevoir cette mission-là et je les ai aidés à avoir tous les rendez-vous qu'ils devraient. On a échangé pendant longtemps. Donc, ce que j'ai noté quand même, c'est que c'était une plateforme qui réunissait en fait d'explications que j'ai eues en fait de la mission du GMIF. C'est-à-dire que c'était une plateforme qui réunissait tous les jeunes leaders, emerging leaders, pour discuter, en fait, pour échanger, pour communier. En fait. Donc, j'ai pensé que cette plateforme-là est vraiment intéressante pour moi-même d'abord. Donc, raison formelle pour laquelle j'ai postulé. Voilà. Donc, je vais peut-être glisser en même temps sur la deuxième question. Voilà. Donc, mes attentes sont énormes hein, parce que là, déjà, voyez-vous, moi, de par ce que je fais, je suis presque impliqué en fait, dans la mise en œuvre en fait, de la politique de l'État dans mon pays. Donc, il y a des questions comme des réformes dans mon pays et l'idée c'est de voir comment est-ce que d'autres personnes ou bien d'autres pays mettent en œuvre ces réformes-là, notamment par exemple sur le secteur de l'éducation, où nous travaillons sur une importante réforme qu'on appelle les collèges de proximité, c'est-à-dire que au vu d'un certain nombre de constats que nous avons faits dans le système éducatif ivoirien. On a un problème de régulation des flux. Donc l'idée c'est de voir comment dans d'autres pays, autres que les nôtres, comment ces programmes-là se font. Ou bien, en d'autres termes, comment est-ce qu'on arrive à créer en fait, des synergies entre ces jeunes leaders autres que moi, pour voir comment est-ce qu'on puisse améliorer les choses en fait, qui se font au niveau du pays. Donc, bref, je veux dire que de ce programme, j'attends beaucoup. Et de par ce que j'ai fait déjà à travers la formation sur le leadership, qui a réveillé en moi tout le leadership qui sommeille en moi. Désormais, je peux vous assurer que je suis plus un leader émergent, mais un leader accompli. Parce qu'on a eu une très grande formation sur le leadership. J'ai eu l'occasion de rencontrer des sommités comme Aminata Touré du Sénégal, l'ancien président Olusegun Obasanjo du Nigeria. Donc, toutes ces personnalités même venues de tout le monde entier qui nous enseignent les rudiments, comment devenir un leader, eux-mêmes, leur propre expérience. Comment est-ce qu'ils ont éveillé le leadership en eux? Et je pense que ces expériences palpables qu'on peut toucher du doigt nous ont été vraiment d'un atout incontournable dans ce programme.
Ok, en fait, l'enjeu ici, il est quand même important, il est énorme dans la mesure où, en termes de perspective, ça va me permettre, en fait, de parler l'interconnexion que j'ai eue avec d'autres emerging leaders, ça m'a renforcé davantage dans une des plus importantes réformes sur lesquelles nous travaillons en ce moment en Côte d'Ivoire, notamment la question en fait, des collèges de proximité. Bon, vous savez, je suis en charge du secteur de l'éducation et il y a plusieurs départements, l'éducation de base, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Il y a plusieurs réformes dans ces types de départements, mais celui qui me tient à cœur, dont je voulais vous exposer ici, c'est celui de la question des collèges de proximité. De quoi s'agit-il en fait? Et on a le rapport d'étape sur l'éducation nationale qu'on appelle le RISEN, qui ressasse un peu en fait, toutes les statistiques en, fait, en milieu scolaire. Donc ces statistiques-là sont sans appel. Ils montrent que la probabilité de réussite d'une jeune fille et celui d'un jeune homme ne sont pas pareils en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, ces mêmes statistiques-là révèlent que la probabilité de réussite d'un enfant qui est issu d'une famille pauvre et celui qui est issu d'une famille riche ne sont pas du tout pareils. Le troisième tableau, c'est que la probabilité de réussite d'un enfant qui est né en milieu rural et d'un enfant qui est né en ville ne sont pas pareils. Donc la conclusion, c'est qu'une jeune fille qui naît en milieu rural est condamnée en fait à ne pas réussir. En d'autres termes, les jeunes filles qui naissent en milieu rural et qui réussissent, en réalité sont des génies. Le constat, il est sans appel. Alors la question était de savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution à ce mal-là, disons. Donc, au niveau donc c'est en fait toute la réforme, la question la réforme des collèges de proximité. Et là, il est question d'aller construire en fait des écoles, des collèges. Nous on parle de collèges quand on parle de la 6e à la 3e, mais dans des villages, centres. Puisque initialement, lorsque l'enfant a l'entrée en 6e, l'enfant doit quitter le village. Et généralement, bon, quand on a l'entrée en 6e, c'est des enfants à bas âge. Donc, à 12 ans, l'enfant doit quitter le village pour aller en ville. Et les réalités de la ville souvent font rupture avec ces réalités au quotidien au village. Parce qu'au village, tu peux vivre sur une longue période, même sans avoir même à toucher de l'argent, et tu peux vivre. Mais en ville, tu as absolument besoin que tu aies de l'argent au quotidien. Sinon, tu ne peux pas vivre. Donc, imaginez-vous qu'un enfant qui quitte un milieu rural, qui se rend en ville, et généralement, c'est défavorable pour les jeunes filles parce que le premier qui lui miroite une pièce, automatiquement, elle est vraiment, je veux dire, elle est une proie facile en fait. Et ce qu'on a noté chez nous, c'est que malheureusement, ce sont les professeurs et certains petits, je veux dire, qui n'en valent même pas la peine, qui posent le forfait en fait à ces jeunes filles-là. Et on a noté cette année, l'année passée, qu'environ 5% des jeunes filles qui étaient au collège ont été enceintes. C'est dû au fait que, quittant le milieu rural pour la ville, ils n'ont pas, je veux dire, une assistante au quotidien qui va leur permettre en fait de quitter en fait la dépendance en fait du fait d'avoir de l'argent constamment. Donc, pour nous, la réforme que nous apportons, c'est de créer ces collèges-là dans des villages-centres. Les villages-centres, de sorte que le village-centre doit couvrir un rayon d'environ 3 à 4 km de CM2, de sorte que ces enfants, après l'entrée en 6e, font le collège dans ce village-centre-là. L'avantage que ça, c'est que l'enfant, après les classes, pourra retourner à la maison, ou bien même trouver un tuteur dans le village, mais comme c'est toujours dans un village, les réalités ne sont pas trop énormes par rapport à ce qui était auparavant. Mais le mieux, c'est que l'enfant aura eu le temps de la 6e à la 3e de développer une certaine maturité capable de lutter contre en fait toutes les péripéties qui pourraient arriver au niveau de la ville. Donc, entre autres, l'enfant aura eu le temps d'avoir l'éducation sexuelle, l'enfant aura eu le temps de développer certaines attitudes qui vont lui permettre en fait
une fois aller en ville pour poursuivre en fait dans un lycée maintenant, d'être quand même, avoir une certaine maturité et puis affronter les réalités de la vie. Donc pour la mise en œuvre de cette réforme-là, la question est de savoir que, bon, parce que dans les collèges, c'est des professeurs qui y enseignent. Les professeurs, dans leur formation, psychologiquement, ils ne sont pas formés pour aller dans des villages. Donc la problématique se trouvait à ce niveau-là. Comment est-ce que tu arrives à convaincre un professeur d'aller donner des cours dans un village irrésidé? Nous avons trouvé la parade. L'idée, c'est qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, ils ont essayé de regarder, et ils ont regardé au niveau des instituteurs. Parce que l'instituteur, lui, dans sa formation, psychologiquement, il sait qu'il est appelé à aller servir dans un village. Parce que les écoles primaires existent partout. Donc, eux, c'est dans ce corps-là que nous allons, il est prévu de faire le recrutement en fait, de ces professeurs qui vont enseigner dans ces collèges. Des collèges que nous appelons des collèges proximité, mais en fait, pour la réduction en fait, des coûts, ce sera des enseignants bivalents. Des enseignants qui seront spécialisés dans 2 matières. En réalité, la majeure partie des enseignants le font dans le collège privé.